filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne entre 2024 et 2017 afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Donc, toutes les questions, c'est des questions qui ont été posées par les élèves. Donc, je suis passée dans les classes et je leur ai demandé quelles questions ils aimeraient vous poser. D'accord. Avec l'idée de voir en toi un moyen d'être guidé un peu, tu vois, pour la suite. Ok. Donc, t'es un peu le mentor des Ouais, élèves. grave. La première question, c'est tout simplement de te présenter en quelques phrases. Et de quelle promo, quelle année du Cézanne tu fais partie, si tu t'en souviens. Si je m'en souviens, oui. Je suis Margot Digard, alias Liséa sur les réseaux, mais c'est aussi mon nom d'artiste. Je signe sous ce nom-là en tant qu'illustratrice et auteure de BD. Et j'ai été dans la promo 2020-2022. Ok, oui, donc ça fait 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans que tu es partie du Voilà, Cézanne. exactement. Après, tu as toujours une place dans le Cézanne puisque tu fais aussi de l'enseignement au Cézanne. Voilà, donc je suis illustratrice, auteure de BD et professeure de BD pour les petits Cézanne. Quelle est la première action que tu as mise en place en sortant du Cézanne, professionnellement parlant? De finaliser mon book. Ok. Malgré le fait qu'on avait déjà, on l'avait déjà pratiquement fini quand on était déjà en études, parce que pour l'examen final devant les éditeurs, on devait avoir notre book sur soi pour pouvoir le présenter. Après le diplôme, j'ai vraiment essayé de continuer à le faire et à rajouter des trucs que j'avais pas forcément rajoutés et de me renseigner aussi des maisons d'édition existantes qui pourraient potentiellement m'aider pour mes projets professionnels. Donc, tu avais déjà une envie en sortant de poser tout de suite les projets que tu avais à agencer au Cézanne. Oui, De ces complètement. portfolios-là. Ok. Oui, complètement. Est-ce que tes projets de 3e année ont abouti et t'ont-ils été utiles professionnellement? C'est marrant parce qu'en fait, le projet que j'ai écrit pour la 3e année, c'est vraiment un projet, comme je disais tout à l'heure, qui me tenait énormément à cœur et que j'ai vraiment voulu continuer et aussi j'avais eu la chance, on va dire, d'avoir un contact pour cette BD. Sauf que je me suis rendu compte après l'oral que j'étais peut-être pas encore assez mature pour vraiment pouvoir le vendre. Du coup, j'avais continué à un peu le travailler et en fait, assez rapidement, je me suis dit: «Non, mais là, je me prends trop la tête à vouloir en faire quelque chose de fou». Donc du coup, je l'ai mis de côté. Il est toujours dans un coin de ma tête, hein, malgré ces 2 ans où là, ça va faire presque 1 an et demi que j'y ai pas retouché, quoi. Donc du coup, je me suis concentrée sur d'autres projets. Mais c'est ce projet-là qui m'a fait rendre compte toutes les améliorations que je pouvais faire pour d'autres projets. Donc, comme c'était un projet long, c'est ça qui t'a permis de te rendre compte comment, pour la suite, travailler pour pas ressentir cette même frustration de c'est pas encore à la hauteur de mes attentes. C'est ça, exactement. En fait, je pense que je me suis foutu trop la pression à vouloir faire quelque chose d'excellent pour l'oral et de me dire: «Mais si ça se trouve un jour, je vais pouvoir tout de suite en sortant de l'école proposer cette BD» et c'est ce que je voulais et en fait, au final, j'ai pas réussi à le faire parce que je pense que je me suis foutu beaucoup trop la pression. Au final, je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, je vais me servir de tout ça pour pouvoir faire quelque chose qui va plus me ressembler sur un moment T et ce projet-là, je vais le reprendre quand j'aurai une maturité plus approfondie». Super intéressant parce que c'est vrai que je vois des profils d'élèves comme ça qui ont cette pression de se dire il faut que je sorte de la soutenance avec un contrat, sinon ma carrière n'aboutira pas. Exactement, un projet fini, quoi. Mais c'est vrai que, on a un peu peur, d'être largué, à la fin du diplôme parce qu'on est tellement bien accompagné, assez valorisé par les professeurs, par l'équipe pédagogique, que du coup, on a peur de pas être, valide ou de pas être validé par ses pairs. Un conseil qu'on m'a dit et que, j'aimerais aussi redire, c'est que, faut pas se foutre trop la pression. C'est dur à faire, plus facile à dire. Mais vraiment éviter de mettre son projet sur un piédestal parce que même si on a notre diplôme avec ce projet, il était sans doute correct et très correct pour passer le diplôme et pour avoir son diplôme, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir être édité, mais ça veut pas dire qu'il sera pas éditable plus tard.
Souvent, on a encore besoin peut-être d'une année de maturité, pour pouvoir, se lancer sur ce projet et qu'il en deviendra quelque chose. Mais par contre, il faut pas le laisser tomber non plus, quoi. Il faut quand même le garder sous le coude parce que il a pas été travaillé pour rien, quoi. Il y a beaucoup d'élèves qui se posent des questions, toujours dans mon point de vue, de comment faire pour être professionnel en sortant de l'école. Et alors, une des questions qui se pose beaucoup, c'est quel statut prendre? Pour toi, est-ce qu'il faut mieux prendre le statut d'artiste-auteur? Est-ce qu'il faut mieux prendre le statut d'auto-entrepreneur, d'artiste ou rien du tout? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Alors, du coup, bah, tout de suite, avant que j'oublie, moi, tout de suite, je me suis mise en tant qu'artiste-auteur, donc le statut. Après voilà, là, je pense que je vais pas du tout être, la bonne personne pour en parler parce que vraiment l'administration et moi, ça fait 15 000. Vous Vraiment, me j'ai dites tout ça. Vous de me dites à chaque fois que je pose cette question, c'est la même réponse. C'est franchement, je suis pas une pro, je suis pas un Ah pro. non, mais c'est un enfer, j'ai toujours peur de me tromper. Donc, non, non, mais par contre, nous, on nous avait conseillé d'être un artiste-auteur. Et pour les projets qu'on fait en tant qu'auteur, c'est ce statut-là qu'il faut. Parce que le statut d'auto-entrepreneur, je crois, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne l'avais pas fait, ça a une dimension financière beaucoup plus différente que celle d'être artiste-auteur. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, Et ça même correspond pas à votre schéma économique. non, voilà, exactement. Et en tant qu'artiste-auteur, on vend des livres, on vend pas des biens, enfin, on vend pas du matériel. On peut quand même le faire, ça, c'est pas un problème, mais on n'est pas une micro-entreprise. Et ça, d'ailleurs, c'est important parce que même pour les personnes qui veulent se mettre chez Pôle emploi, par exemple, à France Travail maintenant, c'est pas le même statut. Il faut bien leur dire qu'on est artiste-auteur, on est en freelance, on est indépendant, on n'est pas une entreprise. Ok. Donc toi, actuellement, donc comment dirais-je, tu jongles entre donc l'URSSAF, c'est ça, et Pôle emploi, en fonction de tes besoins? Alors, du coup, moi, donc je suis inscrite à l'URSSAF en tant qu'artiste-auteur. Là, le chômage, en fait, ça n'avait pas vraiment à voir avec ça. C'est juste que j'ai travaillé pendant que j'étais à Cézanne. J'ai été surveillante dans un collège. Ah, Voilà, pour un petit boulot. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné. J'arrivais très bien à jongler les deux, donc c'était vraiment parfait. Et j'ai continué une année après encore de l'école Cézanne. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette transition de finir les études, mais j'ai quand même pas largué parce que j'ai quand même un taf à côté. Donc ça m'a aidé psychologiquement et même financièrement. Enfin, ça m'a fait une béquille, quoi. Et après, j'ai voulu vraiment me concentrer sur la BD et l'illustration. Donc, du coup, j'ai arrêté cet emploi et c'est là où j'ai demandé les indemnités à Pôle emploi. Et donc, ça me permet d'embrayer encore une fois parce que la question suivante, c'est comment as-tu effectué ta transition entre le cadre scolaire et professionnel et comment trouver son rythme quand on passe donc d'un rythme de cours à un rythme autonome? bah, c'est marrant du coup parce que ça revient aussi à peu près au début de la question de là à l'instant. Personnellement, pour moi, ça a été compliqué. Voilà, je vais pas mentir. Vraiment d'arrêter les études, enfin de terminer ses études et de se lancer un peu dans le grand bain, ça m'a fait un peu peur parce que pareil, voilà, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur de pas être assez professionnelle, de pas avoir des projets qu'il faut pour vraiment commencer à bien s'installer dans le milieu, quoi. Ce qui m'a aidée, mais ça, du coup, je pense que c'est propre à chacun, c'est le fait que j'avais un emploi à côté qui n'avait rien à voir, mais qui était quand même stimulant. Donc du coup, ça me permettait de financièrement être à peu près stable pour le début et travailler à côté, tout en ayant un rythme, un peu, tranquille. Enfin, pour pas rentrer dans cette espèce de charge mentale du taf et de pas réussir à être dans. Mais là, je commence vraiment à bien m'en sortir, on va dire. Donc, si tu as envie de te lancer sur un gros projet tout de suite, bah, faut le faire, quoi. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir une béquille à côté, que ça soit dans le domaine de l'illustration ou même dans un autre domaine. Moi, du coup, là, aujourd'hui, je suis dans l'enseignement et je reste encore dans le milieu artistique, donc ça m'aide bien. Et du coup, à côté, j'arrive à écrire des histoires. J'ai beaucoup démarché au niveau des maisons d'édition pour être illustratrice. Du coup, bah, au fur et à mesure, il y a des personnes qui viennent me voir pour me commander des choses ou autres. Mais le rythme, en soi, c'est soi-même. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais on se le crée un peu soi-même. Donc, si vraiment on a envie de réussir là-dedans, bah, faut juste se lancer et ne pas avoir peur des répercussions, quoi. Ouais, faut s'écouter et comme toi tu le dis si bien, au début tu ne te sentais pas prête à être à 100% dans ta profession d'autrice et donc tu as choisi d'avoir un entre-deux pour avoir le temps de te décider, là c'est bon, je me sens prête. Voilà. Et puis en plus, du coup, ça t'a permis d'avoir des droits au chômage aussi, donc économiquement tu pouvais être plus à l'aise sans réfléchir trop à bon, il faut absolument que je fasse de la commande. Oui. Donc c'était une bonne idée finalement pour toi d'avoir un bon entre-deux jusqu'à ce que tu te stabilises.
Exactement. Bah, du moins, moi, ça c'est comme ça que ça a fonctionné. Après, voilà, par exemple, j'ai d'autres amis qui, eux, se sont vraiment concentrés sur l'illustration pure et dure et donc du coup, ils font pas mal de marchés, d'auteurs, d'illustrateurs et qui fonctionnent vachement bien. Faut vraiment, faire ce qu'on aime, ne pas se mettre trop la pression parce que, on est jeune et on a encore le temps de se faire une place dans le milieu et vraiment juste se faire kiffer, en fait et je pense que ça, c'est un truc que j'avais pas tout de suite cerné au début. Comme je disais tout à l'heure, je me suis beaucoup mise la pression pour faire un truc de ouf et en fait au final ça m'a juste bloquée pour essayer de répondre entre guillemets un peu à des attentes qu'on m'a pas données en plus, hein, c'est vraiment moi qui me les suis données toute seule. Mais du coup non, c'est vraiment se créer tout un univers qui va nous permettre que ça tienne dans le temps, quoi. Combien de temps tu penses qu'il t'a fallu après le Cézanne pour obtenir une première rémunération de ton travail? La première année, en fait, j'ai été contactée pour faire divers projets, que ce soit en illustration ou en graphisme, parce que j'ai aussi une double casquette. Enfin, j'ai fait une formation de graphisme avant d'être au Cézanne. C'était pas quelque chose de régulier, Oui, mais ça m'a permis quand même de savoir comment faire des factures, des devis, de travailler aussi avec des des prestataires, des gens voilà, extérieurs. des consignes, des contraintes. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un écart entre la façon dont on vous montre la commande à l'école et après quand tu as dû toi travailler toute seule et démarcher et faire de la commande? Franchement, ouais, ça a été plutôt représentatif. Après, c'est vrai que nous, à l'école, on nous parle un peu de comment ça va se passer, mais on n'a pas spécialement de cours, de pratique, de comment faire un devis, comment faire une Oui, facture. On va ça nous oui. expliquer plutôt les trucs juridiquement parlant. Les personnes avec qui j'ai pu travailler, ils ont pu aussi m'expliquer en me disant: «Voilà, moi, je veux ça, ça, ça» et au départ, ça fait peur, mais en fait, au fur et à mesure que tu travailles avec des prestataires et que tu fais des factures et des devis, bon, bah, après, c'est bon, c'est tout seul, quoi. Mmh. Le truc qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il faut toujours avoir une espèce de cadre. Tu changes les choses au fur et à mesure avec les différentes personnes que tu as en face de toi. Oui, après, voilà, ce que nous ont expliqué les professeurs pendant le cursus, c'est à peu près semblable. Après, voilà, évidemment, Il y a être toujours des variantes, mais oui, parce que être en cours et faire et parler devant des professionnels, ça n'a rien à voir. Mais même si les professeurs, ils auraient voulu nous apprendre ça, enfin, ça aurait changé dans tous les cas, parce que chaque prestataire est différent, chaque demande est différente. En tant que service, en fait, on s'aligne un peu avec ce que veulent les autres. tu as déjà plus ou moins répondu à cette question au tout début, mais est-ce que ton portfolio créé à l'école, il a été exploitable ou est-ce que tu as dû le remanier? Et si tu l'as remanié, est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, il était exploitable. Vraiment, je trouve qu'on a eu des très bons cours sur le portfolio. Je l'ai «refait» entre guillemets, c'est qu'en fait, je l'ai vraiment agrémenté. J'ai pu le montrer du coup à des maisons d'édition et à d'autres artistes. Par exemple, 1 an et demi, 2 ans, j'étais au salon Quai des Bulles, très bon salon d'ailleurs et j'ai eu l'opportunité de faire, comment ça s'appelle? Un échange éditeur et du coup, j'ai pu montrer mon portfolio et ça m'a quand même pas mal servi, quoi. Et si tu avais un conseil pour l'améliorer, tu donnerais quoi? De créer plein de choses qui rentrent dans notre univers, mais qui aussi peut sortir un peu de notre zone de confort. Genre, je trouve que c'est bien d'avoir plein de choses dans le portfolio, que ça soit quand même classé. Souvent, ils nous disent, la première page, il faut que ça claque, il faut que tout de suite les personnes qui vont voir vont faire genre: «OK, le niveau c'est ça son univers». Ensuite, plein de choses, de recherches, de projets, plus ou moins différents et à la fin, quelque chose qui claque pour, clôturer, on va dire, l'univers de la personne et Mmh. enfin, on peut mettre des planches de BD, on peut mettre, de la gravure, de la peinture, des esquisses, enfin vraiment de montrer de ce dont on est capable. Le portfolio, c'est fait pour se vendre, il faut tout montrer. Toi, tu as essayé de jouer sur vraiment la carte de j'en mets beaucoup, je suis hyper dense pour montrer que j'ai un champ des possibles hyper vaste et que Ouais, tu es là, complète dans la réalisation, quoi. c'est ça. Après, j'en ai pas mis enfin, j'ai pas 50 pages non plus parce que de toute façon, Mmh. les gens, ils vont pas non plus regarder, 50 pages, c'est pas possible. Souvent, la plupart du temps, ils vont juste feuilleter et regarder assez vite fait, donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, à l'organisation de son portfolio. En fait, il faut essayer de montrer, tout ce dont on est capable et là où on est le meilleur. Tu me dis que tu as fait des rencontres donc après le Cézanne, mais tu as aussi rencontré des éditeurs pendant tes différents modules d'évaluation à l'école. Est-ce que tu as gardé un lien avec ces éditeurs-ci? Et si oui, comment tu as fait pour entretenir le lien? Et de manière générale, comment faire pour se constituer un carnet de contacts? Je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler parce que malheureusement, j'ai pas gardé contact avec les personnes, qui m'ont été présentées et c'est de ma faute, vraiment, c'est de ma faute. Parce qu'en fait, je me rends compte aujourd'hui et ça, c'est vraiment un conseil, c'est que dès que quelqu'un donne son contact, il faut lui envoyer des mails assez souvent, enfin, pas tout le temps, mais qu'il faut vraiment essayer de faire un peu la piqûre Entretenir. de rappel de, Ouais.
«Coucou, je suis là, vous m'avez contacté pour, tel projet. Est-ce que ça vous dit de regarder ce que j'ai fait?» Et bon, bah, après la personne répond ou ne répond pas, bon, bah, voilà. Mais au moins de montrer qu'on est là sans non plus harceler les éditeurs parce qu'ils n'aiment pas ça. Et toi, tu as pas saisi ce moment quand on t'a contacté? Parce que je pense que, mais ça c'est bête en fait, je pense que j'ai eu peur de déranger. J'ai eu peur de me dire: «Mais, qui je suis, pour, envoyer des mails à cette personne?» alors qu'avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait si, enfin la personne elle est venue vers moi, elle m'a donné sa carte, j'aurais dû lui envoyer un mail» et hem et là aujourd'hui, je me dis: «Bon bah ça sert à rien, de renvoyer un mail maintenant, au bout de 3 ans, mais, j'aurais dû le faire». Franchement, même en soi, why not? Oui, Franchement. oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, je pense Franchement, il est jamais trop tard, hein. j'ai trop eu, ce truc de, je suis personne, donc pourquoi les gens ils vont s'intéresser à moi? Alors qu'en fait, bah si je veux être quelqu'un, il faut essayer de se montrer. Mmh. Il faut pas avoir peur de se positionner déjà comme artiste parce que C'est ça. sinon personne va y croire si toi-même tu y crois pas, quoi. Exactement et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de parler avec ses pairs, faut pas avoir peur de parler avec les maisons d'édition, faut pas avoir peur de parler avec les auteurs déjà dans le milieu, bien au contraire. Même souvent la plupart du temps, c'est eux qui vont là à te dire, «Bah écoute, hésite pas à m'envoyer des mails, hésite pas à me parler de ce que tu fais». Je pense qu'il faut avoir un peu confiance en soi et comme, tu disais aussi, voilà, pour être quelqu'un, il faut le montrer, quoi. Et comment tu as fait aujourd'hui pour, commencer à te créer un carnet de contacts? C'est quelque chose que tu travailles sur lequel tu travailles ou pas trop? J'essaye, là, par exemple, je suis en train de travailler sur, des, dossiers éditoriaux. J'ai déjà envoyé un dossier l'année dernière, pour une BD. J'ai envoyé mon dossier à une quinzaine de maisons d'édition, dont certaines qui m'ont répondu. Sur celles qui m'ont répondu, j'ai tout de suite renvoyé un mail pour, leur dire, voilà, que je les remerciais de leur réponse, malgré le fait que c'était, une réponse négative. Mais j'ai eu de la chance, la plupart des maisons d'édition qui m'ont répondu m'ont répondu, avec des conseils que la plupart en plus m'ont dit: «Voilà, si vous avez d'autres projets à nous proposer, n'hésitez pas à nous envoyer et tout» et donc du coup là, j'ai répondu et du coup là, dans mon carnet, de contacts et bah, je vais noter, cette maison d'édition m'a répondu, elle voudrait revoir mon travail, elle est intéressée par mon style graphique, peut-être renvoyer un mail quand j'aurai un nouveau projet, ou ce genre de choses quoi et ça d'ailleurs, c'est un conseil qu'on m'avait donné. En fait, de travailler sur plusieurs projets en même temps et de les envoyer, Au fur et à mesure, ouais. à mesure, même avec des modifications ou ce genre de choses et ça permet aussi aux maisons d'édition de se dire genre: «Ah mais attends, moi le prénom il me dit quelque chose, Mmh. je l'ai déjà En fait, vu». il faut montrer aussi qu'on a une régularité et le fait d'envoyer régulièrement, ça montre que malgré tout, on continue d'avancer, d'évoluer, de prendre en compte les critiques et ça Exactement, marque au prendre en bout d'un compte les moment, la personne, elle critiques. a votre prénom en tête et elle vous faites une place dans sa tête au bout d'un moment. Exactement, exactement. Donc là, par exemple, j'ai envoyé mon dossier l'année dernière, enfin, c'était l'année dernière techniquement, mais en fait, j'ai envoyé mon dossier en octobre. Là, je suis en train de travailler sur un autre projet, donc les maisons d'édition ont commencé à me répondre pour mon premier projet en octobre, en décembre, janvier. Là, aujourd'hui, je me dis qu'en, presque 6 mois de temps, je comprends pourquoi les maisons d'édition n'ont pas forcément voulu accepter mon dossier. Tous les conseils qu'ils m'ont donnés, bah, je prends, je prends, et je vais, tout faire pour, heu, améliorer ce projet avec les conseils qu'ils m'ont donnés et du coup, pourquoi pas renvoyer mon dossier Oui, à ceux qui m'ont pas dit enfin, à ceux où ils m'ont dit: «Pour l'instant, ça nous intéresse pas parce qu'on n'est pas, sur ce genre de projet, mais renvoyez-nous d'autres projets si ouais. vous voulez». Bah, pourquoi pas renvoyer mon projet, quoi. Rajouter un conseil que je pratique moi dans mon travail, parce que c'est moi qui, par exemple, qui sélectionne les éditeurs pour les élèves. Oui, Faut toujours, prendre en compte les demandes individuelles de chaque éditeur et les marquer pour qu'après on puisse être capable de faire de la relance et au pire s'ils nous disent non, moi souvent je leur dis: «Bah, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un qui ça peut oui, intéresser?» et en fait créer ce rebond et au bout d'un moment en fait, on arrive à poser son dossier et l'envoyer même si ça a exactement, pas de, comment dirais-je? Ça même si ça ne propose pas un contrat sur la foulée, ça offre en fait une possibilité de se créer un carnet de contacts par ces échanges, par cet exactement, entretien d'échange. exactement. Ça Enfin, peut être utile. comme, bah, c'est exactement ça. Faut vraiment pas hésiter à les relancer et à répondre à leurs mails, même si c'est Même si c'est négatif, faut même si répondre. c'est négatif, il faut répondre. Mmh. Vraiment, il faut répondre. Toujours dans l'idée de se développer un réseau, est-ce que tu penses que développer ces réseaux sociaux, c'est utile? Et si oui, est-ce que tu as des conseils? Oui, c'est hyper utile. Vraiment aujourd'hui, le réseau, les réseaux sociaux et je vais dire encore plus Instagram parce que moi c'est surtout sur cette plateforme où j'essaye de me démarquer, c'est une vitrine. En fait, Mmh. c'est autant que le book. Le book, ça va surtout être pour les professionnels. Les réseaux sociaux, ça va être pour, les professionnels et les gens et les futurs lecteurs.
hyper important, d'essayer de se créer, on va dire, une communauté. On n'est pas des influenceurs, mais le but, c'est quand même d'être connu pour être lu et pour ensuite pouvoir gagner de l'argent et pouvoir continuer de faire ce qu'on aime. Donc du coup, de créer, tout un univers dans les réseaux sociaux, ça va faire venir des gens, ça va pouvoir aussi faire venir des éditeurs, parce qu'il y a pas mal de maisons d'édition aujourd'hui qui vont, Sur Instagram. exactement, qui vont regarder les nouveaux artistes, essayer j'allais dire hameçonner, je sais pas si c'est le bon terme, piocher, des artistes, pour, des nouvelles revues, pour certains projets de leur maison d'édition ou ce genre de choses et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de communiquer au plus sur les réseaux sociaux, de montrer, ce dont on est capable, de se créer un univers, c'est hyper important, et de discuter avec les gens, en fait. Vraiment, Ouais, une communauté, ça s'entretient, c'est pas juste poster des choses, il faut vraiment créer un lien. exactement. Ça, le plus dur, en fait. Pour l'instant, j'ai fait 3 autres alumni avec d'autres anciens élèves, Mmh. et t'es la seule qui développe ses réseaux sociaux. Ah bon? La plupart des gens me disent ils pensent que c'est utile, mais ils le font pas parce que c'est chronophage. Oui. Et que ça demande beaucoup d'énergie, c'est un autre métier en fait. Donc, comment toi tu fais pour équilibrer ton temps sur les réseaux et ton temps alloué à la constitution de projets, de récits plus longs et... Je sais pas trop quoi te dire par rapport à ça, parce qu'en fait, je le fais assez naturellement, peut-être parce que, T'aimes bien? parce que déjà j'aime bien, je consomme, énormément de comptes qui font la même chose que moi, enfin, qui sont auteurs, illustrateurs. C'est pratiquement que ça d'ailleurs ce que je regarde, donc du coup, ça me donne des idées, ça me donne envie de faire et du coup, c'est vrai que je le fais plutôt naturellement, en fait. Après, ce qui va me demander le plus d'énergie, c'est, de faire par exemple tout ce qui est TikTok vidéo ou réel, où là c'est un peu plus compliqué, mais ça commence à venir parce que j'en ai envie en fait. Mais Parce que toi, t'es que sur Insta, t'es pas sur TikTok. alors, je suis que sur Insta et TikTok, je le suis une fois sur deux. C'est un problème, hein, vraiment c'est un problème parce que TikTok, il y a une énorme communauté d'artistes. TikTok, c'est quand même une plateforme qui met en avant assez rapidement pas mal de personnes et en tant qu'artiste, ça aide beaucoup. Moi, je sais que quand je suis active sur TikTok, je vais avoir beaucoup de personnes qui vont venir me parler. Il y a des gens de TikTok qui vont pouvoir connaître mon Insta parce que je vais en parler, donc du coup, ils vont quand même aller sur Instagram et vendre aussi. En fait, TikTok, c'est plus facile de communiquer avec les gens que Instagram. Instagram, c'est vrai que c'est beaucoup plus une vitrine. On arrive à rentrer dans le cercle, c'est gratifiant, quoi. Pour donner mon analyse de ça, j'ai l'impression qu'Instagram, ça devient de plus en plus comme YouTube, dans le sens où c'est beaucoup plus dur et chronophage d'avoir une visibilité. Bon, d'une part à cause des algorithmes, mais je pense qu'aussi parce que le public est plus exigeant. Mais par contre, je pense que l'audimat est plus investi dans la communauté que TikTok. Je peux avoir un énorme nombre d'abonnés, mais pas forcément une implication de la communauté. Exactement. Alors que Instagram et YouTube, c'est plus dur, mais je pense que sur le long terme, les gens sont plus accrochés à le public est plus accroché à ton compte si tu arrives à les fidéliser. TikTok, Oui. c'est du contenu plus Kleenex et donc je pense que la communauté est aussi dans ce rapport-là aux gens. C'est exactement ça et en plus, l'avantage qu'il y a à Instagram, c'est que vraiment, il y a cette idée de vitrine. Les gens vont arriver sur ton compte, tout de suite, ils vont pouvoir voir l'univers et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment hyper important d'être là-dedans parce qu'en fait, ça permet vraiment d'être identifiable. Ta double casquette de vitrine photo et vidéo, c'est bien de faire les 2 sur Instagram et les stories, hyper important, mais c'est que les gens aiment regarder des stories. On en regarde quotidiennement et c'est ce qui permet d'avoir un lien avec sa communauté. Ouais. Surtout si on n'a pas forcément le temps, encore une fois, de poster tous les jours ou régulièrement. Les stories, c'est un format plus facile qui permet d'entretenir le lien. Je sais qu'on peut avoir le vice de vouloir toujours que tout soit beau, de faire des belles stories, des beaux posts et tout, mais des fois, faut pas trop se prendre la tête et se dire bon bah voilà, ça va juste être une photo, mais au moins je peux communiquer, parler aux gens et entretenir. Aujourd'hui, bon, j'ai l'impression du coup que ça a un petit peu changé la vision des auteurs de BD et des illustrateurs. On va dire qu'il y a un peu des écoles. Il y a ceux qui vont vraiment faire les choses un peu traditionnellement et ceux qui vont vraiment beaucoup se lancer sur les réseaux. Et en fait, les gens vont être assez attachés à la personne aussi. Et que moi, je vois auteurs que j'aime beaucoup parce que j'aime leur travail et il y a des auteurs que j'aime
beaucoup parce que j'aime leur travail et j'aime lire ces histoires, mais parce qu'aussi je connais un peu entre guillemets, la vie de cette personne. J'aime la manière dont elle parle, à quoi elle ressemble, comment elle communique avec nous. Et du coup, ça va me donner encore plus envie de lire et de voir son travail. En même temps, ça fait sens parce que, en fait, par exemple, tu sors un album, c'est un univers, mais Instagram, c'est déjà en lui-même un univers. Donc, tu Ouais, t'intègres dans un univers que tu as créé. Donc, pour moi, c'est juste une extension de ce que tu crées sur le papier. exactement. Bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me suis lancée sur Twitch là, il y a quelques mois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment pour essayer d'élargir un peu ce truc je suis auteure de BD, je suis illustratrice, mais je suis aussi une personne qui aimerait vous donner envie de lire et de découvrir mes projets. Sur Twitch, tu fais du dessin avec moi où Ouais. tu parles. Ouais, exactement. Je vais faire des sessions de travail, je vais dessiner en live, je vais faire de la BD. Les gens, du coup, la plupart du temps, sont assez intéressés quand je fais du storyboard ou ce genre de choses parce que soit c'est des personnes qui veulent se mettre à la BD et donc du coup, je peux donner des conseils et de parler avec les gens qui te suivent, quoi. Genre, franchement, c'est Ouais, en plus, franchement, Twitch, je trouve que c'est une plateforme où, pour le coup, la communauté, elle est vraiment soudée. Quand ils sont abonnés à toi, c'est sincèrement, ils vont rester abonnés à toi jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Ça, ouais. ils partent pas. C'est des racines. En plus, ça fait du bien d'être soutenu par des gens que tu connais pas, quoi. Ça donne vachement confiance, franchement, c'est vraiment super. Mais après, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Après, il y a des gens qui vont pas forcément vouloir être sur les réseaux ou alimenter parce que ça les met mal à l'aise. Mais je pense pas que ça soit un frein non plus. Aussi faire son petit travail de son côté et ensuite démarcher des maisons d'édition et tout, ça fonctionne aussi, quoi. Parce que ça, c'est un bonus. Et si on aime ça, Et qu'on a envie de le développer, il faut le et qu'on a faire. envie de le développer, bah ok, faut le faire à fond parce que c'est un bonus. L'autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que tu es resté en contact avec des élèves de ta promotion? Est-ce que tu as créé des projets communs avec eux? Oui. Non, Moi, mais je connaissais déjà la réponse, mais bah oui, vraiment, faut le dire, mais aujourd'hui, les amis que je me suis fait à Cézanne font partie de mon cercle très privé. Ce sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui que je vois pratiquement tous les jours. Et pour ceux que je vois un peu moins, on a contact de ouf et je travaille avec eux. Pour l'instant, on n'a pas de projet en commun. On est en train, quelques projets qui sont en train d'être réfléchis et tout, pour pouvoir travailler en collaboration. C'est génial, en fait, d'avoir des amis qui font le même métier que moi. Ça permet vraiment déjà de pas être seule parce que moi, je fais partie des catégories de personnes qui ont du mal à travailler seules. J'ai besoin de validation de mes pairs. en plus, c'est vrai que même si tu fais pas de projet encore avec eux, tu travailles avec eux tous les Oui, jours où vous allez en exactement. train de travailler ensemble et ça soutient vraiment énormément. Il y a un autre élève qui m'avait dit ça, qui a publié déjà et qui m'a dit j'aurais pas pu publier si j'avais pas été avec des gens tous les jours travailler ensemble. Ouais, non, bah Parce oui, que tout seul, j'arrive pas tout seul à me mettre une motivation mais c'est ça. quotidienne en fait. Oui. C'était ça pour lui le plus dur. Oui, bah, c'est ça. Bah, surtout qu'en plus, quand on sort de l'école, il y a vraiment ce truc on est à l'école, quoi. On est tout le temps entouré de personnes, avec des gens qu'on voit pratiquement tous les jours. Je me rappelle quand j'étais étudiante à Cézanne, et j'allais au café avec des filles de ma classe, du coup, avant d'aller à l'école. On travaillait toute la journée et on restait encore à l'école ensemble pour pouvoir continuer à travailler, parce qu'on faisait partie des catégories de personnes qui ont besoin d'être entourées pour travailler. Il y a des gens qui ont besoin d'être tout seuls, besoin d'être dans leur bulle. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas été comme ça et les gens avec qui je travaille encore aujourd'hui ne sont pas comme ça non plus. Donc, en fait, on s'est bien trouvés. C'est aussi Johan qui m'avait donné ce conseil-là pendant qu'on passait notre diplôme. Et en fait, il m'a dit, mais tu sais, moi aussi, je continue à parler avec des potes illustrateurs et auteurs de ce qu'on fait parce que bah, c'est aussi ce qui permet de prendre du recul. Et il y a des gens qui en ont besoin et il m'avait fait rire parce qu'il m'avait dit au tout début, quand j'avais rencontré Xavier, et ben, en fait, ils partaient souvent prendre des cafés ensemble, presque une fois par semaine pour pouvoir discuter de leurs projets communs. Il m'avait dit, hésite pas avec les personnes avec qui tu t'entends très très bien et avec qui tu as vraiment une alchimie artistique et qui t'aident à vraiment prendre du recul. Montre-leur tes projets, ils vont faire de même avec toi et c'est ce qui va vous permettre tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre d'élargir ces réflexions, quoi. Ce qui est bien quand on sort du Cézanne, c'est que finalement, les gens avec qui tu peux te lier, c'est des gens qui sont au même stade Oui, de création que toi. Donc, vous avancez en fait pas à pas ensemble et tu te sens pas forcément trop loin non plus de la personne en te disant non, mais ça fait 10 ans qu'elle est dans le métier, on peut pas se comparer. Là, clairement, vous voyez ensemble avancer, quoi. Donc, c'est c'est hyper ça. gratifiant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi peut-être de se retrouver tout seul, de pas continuer Ouais. à faire créer le lien, mais en soi, 3 ans au Cézanne, je pense qu'après, c'est tellement une secte que tu Ouais. peux pas. Non, mais grave. Ça matrix. Et après, tu vis Cézanne, t'es là, c'est Mais c'est ça, mais c'est ça. avant pour Mais c'est toi. parce qu'on est tellement dans notre bulle C'est un truc de fou. créative et en plus on rencontre des gens juste incroyables. Enfin, Mm. c'est C'est assez petit pour que vraiment vous soyez
extrêmement proches, quoi. Même nous, je me rappelle ma promo, du coup, vraiment en 3e année, on était, on était vraiment quelques personnes extrêmement soudées. On se voyait tout le temps, on se voyait même le week-end. Enfin, il y a une autre classe avec qui, du coup, on était aussi copains parce que, il y avait des gens avec qui on était dans la classe de l'année dernière, mais du coup, on a continué à garder le lien et la promo d'en dessous. Et du coup, aujourd'hui, malgré le fait qu'on a arrêté l'école, on est toujours en contact tous ensemble. Et quand même, la BD, c'est quand même et l'illustration, c'est une petite communauté d'artistes. oui. Le fait d'arriver déjà avec votre petit noyau, en fait, ça fait que vous vous repérez entre vous dans la grosse communauté des artistes et ça aide un peu à moins se sentir isolé, quoi. Et il y en a, ils se sont revus mais 5-6 ans après, mais en dédicace, quoi. Quand on a fait SoBD, on a invité 2 auteurs qui étaient dans des promos différentes, mais qui se connaissaient. Et en fait, c'est marrant de les retrouver là. Et en plus, même carrément, ils étaient au lycée ensemble, ils se sont retrouvés au Cézanne. Et puis après, ils se sont retrouvés en dédicace, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Un truc de fou. Faut pas hésiter à se dire, OK, malgré le fait qu'on sera plus en classe ensemble, continuons à essayer de se voir 1-2 fois par semaine pour travailler ensemble, ou alors en visio, ou alors on se retrouve à un café si on n'habite pas trop loin. Bon, j'étais déjà très motivée à faire ce métier, mais c'est ce qui m'a encore plus motivée à vouloir vraiment continuer et à vouloir me surpasser. C'est aussi parce que j'ai été très bien entourée. Toujours dans cette idée de garder un lien et de créer une espèce de boucle autour de soi, il y a une question qui est revenue, c'est est-ce que tu es rentrée dans des ateliers ou des résidences, et si oui, comment tu t'y es prise, ou est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? Ça m'intéresse de ouf, mais c'est vrai que pour l'instant, non, j'ai pas intégré d'atelier ni d'association. Je me ferme pas la porte, vraiment. Personnellement, moi, j'ai pas encore eu l'opportunité et je me suis pas non plus créé l'opportunité de pouvoir intégrer ce genre de groupe. Un conseil à donner aux étudiants bientôt diplômés? Ce que je leur donnerais comme conseil, si ça fait peur, après, il faut essayer vraiment de se forcer à avoir confiance en soi et ne pas oublier de faire ce qu'on aime et se dire que si, je suis capable de le faire, je suis capable de réussir, même si c'est difficile, même si par moments je vais avoir du mal à sortir la tête de l'eau, ça va marcher parce que j'aime ce que je fais et je suis capable de le faire et je le fais bien. Merci beaucoup pour cette vision de la vie. Franchement, c'était hyper inspirant. J'adore faire ces vidéos parce que moi, c'est juste une discussion. C'est grave, petit talk. Toutes les questions que là tu viens de me poser, c'est des questions que j'ai eues quand j'étais à l'école. J'aurais beaucoup aimé que quelqu'un vienne me répondre à ces questions. Moi, du coup, ça s'est fait autrement. Moi, j'ai répondu à ces questions petit à petit. Mais j'espère qu'avec ma petite expérience, d'avoir quand même bien répondu aux questions, que ça va pouvoir un petit peu les aider et que s'ils ont d'autres questions, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.